Aujourd'hui, nous recevons Maurice Vidal. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter, et puis nous rentrerons dans le vif du sujet. Alors, Maurice Vidal, vous êtes professeur de philosophie Oui. et conférencier dans le cadre de l'Université du Tiers-Temps, donc c'est pour le 3e âge. Et puis, vous êtes militant dans l'association Riposte laïque, ce qui vous amène à écrire de nombreux articles. Donc, vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti il y a quelques mois. Début février. Voilà. Et qui s'intitule « La colère d'un Français ». Une première question, pourquoi êtes-vous en colère? Alors, je suis en colère parce que je constate depuis plusieurs années que la République française recule devant des avancées communautaristes et en particulier devant l'avancée de l'islam. Et c'est en fonction de cette lâcheté, car il faut appeler les choses par leur nom, que j'ai décidé de réagir en mettant toute ma colère, en théorisant ma colère. D'où ça a donné un livre. Et ce livre est parti d'un fait banal, c'est que M. Finkielkraut devait faire une conférence suite aux événements qui s'étaient produits dans les banlieues. Et la conférence a été annulée. Et quand j'ai appris cela m'a mis tellement en rage que j'ai raccroché ma conversation téléphonique avec la librairie Sorrente, Montpellier. Et j'ai pris tout de suite l'ordinateur, j'avais déjà beaucoup de notes, j'avais accumulé beaucoup de documents. Et j'ai commencé ce jour-là ce livre. Alors c'est intéressant ce que vous dites, je l'ignorais, mais en effet c'est peu su, mais Alain Finkielkraut, dans les années, depuis ses déclarations qu'on lui a attribuées à tort ou à raison, a été la victime d'un certain acharnement de nombre de personnes. Moi j'en ai été témoin à Bourg-la-Reine, aucun média n'en a fait état, il y avait des quarts de CRS et la conférence avait pu avoir lieu, c'était sur l'école, donc il n'y avait aucun rapport avec ses propos. Et là dont vous faites état, c'était donc à Sorrente, dans la librairie Sorrente. J'avais demandé à la librairie Sorrente quelle était l'adresse du lieu de la conférence de M. Finkielkraut et quel en était également l'horaire. Et c'est là que j'ai appris que la conférence avait été annulée. J'en ai été fort surpris, mais pas tout à fait quand même. Et j'ai demandé la raison. Et quand j'ai entendu les raisons qui ont été alléguées, à savoir que les discours de M. Finkielkraut, eu égard aux jeunes des banlieues, n'étaient pas tout à fait acceptables, ça m'a mis, je vous le dis, dans une colère immédiate. Et de ce fait, j'ai pris une feuille de papier, je me souviens très bien, j'ai écrit « La colère d'un Français ». Et à partir de là, j'ai pris l'ordinateur et j'ai travaillé. Et quel était le thème de la conférence? Il devait parler justement des banlieues. Ah d'accord, très bien. Alors, bon là vous avez résumé vraiment brièvement votre livre, mais vous allez pouvoir le développer un peu plus avec mes questions. Moi ce qui m'intéresse c'est quelle serait selon vous la première mesure politique, la mesure la plus urgente à prendre en France? Voilà. Je ne sais pas si vous développez ça dans votre livre. Non, je ne suis pas l'homme des mesures ni des applications, simplement je crois que l'État ferait bien, et pour lui-même, et pour le peuple français, de faire en sorte que la loi républicaine soit strictement appliquée. Alors à ce titre, si la France est un pays laïque, si elle est un pays féministe, si elle est un pays de l'égalité de l'homme et de la femme, elle ne peut pas, et en aucun cas, tolérer le voile. Je ne parle même pas de la burqa, qui est une énormité, un scandale absolu, un recul mortel de nos propres valeurs, mais le simple voile, serait-il fleuri, est inacceptable. Pour quelle raison? Parce que la France est le pays des droits de l'homme, et les droits de l'homme présupposent l'égalité des êtres, quels qu'ils soient, et donc quelle que soit leur race, leur religion, leur couleur et autres. Or, il y a aujourd'hui un déni de la femme par le port du voile. Et je sais très bien que l'État français rechigne à imposer cet interdit parce qu'il a peur précisément d'un soulèvement populaire, et en particulier du soulèvement de la population musulmane qui vivrait très mal cet interdit. Du moins, certains musulmans vivraient très très mal cet interdit parce qu'ils y verraient une atteinte à la dignité qu'ils placent dans leur religion. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez d'application de la loi stricte et de l'interdiction du voile. Est-ce que c'est possible d'interdire le voile concrètement? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui mettent des voiles Hermès, qui mettent des bandanas, qui mettent tout un tas de choses qui pourraient s'apparenter au voile. Comment vous faites la distinction? Est-ce que c'est possible? À l'école, par exemple, le voile a été interdit suite à la loi du 15 mars 2004. Non seulement le voile, mais tous les signes religieux, ostensibles, puis ostentatoires, car la loi a légèrement évolué. Et cet interdit touche également le bandana, parce que personne n'est dupe. On sait très bien que le bandana, c'est un commencement de voile. Si l'on ne veut pas que l'espace public devienne communautariste ou confessionnel, il faut en payer le prix. Et le prix, ce sont des règles strictes. Dès qu'une règle peut être contournée, ce n'est plus une règle.
J'entends par exemple, à propos de la burqa, j'entends cette idée selon laquelle, visiblement, on s'achemine vers une loi qui interdirait radicalement la burqa avec une phase pédagogique de 6 mois pendant laquelle on ne sanctionnerait pas les personnes qui continueraient à porter la burqa. C'est cette espèce de souplesse de la loi française qui fait sa faiblesse. Ce n'est pas une marque de tolérance ici, c'est une marque de faiblesse, un manque de courage. Tout à l'heure, j'ai passé près de chez vous et j'ai vu un monument à la gloire de M. Danton. Et Danton dit bien que face aux ennemis de l'État, aux ennemis de la patrie, dit-il, il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Notre gouvernement actuel manque d'audace et manque de courage. Alors, vous faites partie, donc, je le disais tout à l'heure, de Riposte Laïque, qui est une association laïque et donc féministe. C'est un journal en ligne. C'est un journal. C'est un journal. Hein. Et cette association, ce journal, est accusé, à tort ou à raison, par des personnalités et des associations, on citera le MRAP, Res Publica, d'être trop focalisé sur l'islam. Et même de façon obsessionnelle. Alors, il est sûr que la laïcité ne concerne pas que l'islam. Quel est votre positionnement exact? Mais la position de Riposte Laïque est claire. Si apparemment on se focalise sur l'islam, c'est parce que l'islam est devenu, sur le plan de l'immixtion du religieux dans l'espace public, c'est devenu le problème fondamental. La preuve, c'est qu'il n'y a pas un seul journal qui ne parle de l'islam chaque jour. Il n'y a pas un fait d'actualité qui nous renvoie à l'islam chaque jour. Il y a 20 ans en France, nous n'avions pas cela. Il y a 40 ans, encore moins. Donc il y a bien une émergence d'une nouvelle façon de voir les rapports humains, la vie civile, la vie sociale et les rapports au divin, radicalement nouvelle en France. Et ce n'est pas parce que l'islam est nouveau qu'il nous gêne, c'est parce qu'il refuse les lois de la République qu'il nous gêne. Qu'une femme puisse porter le voile dans son pays d'origine, dans un pays musulman, ça ne me gêne absolument pas. Mais qu'en arrivant en France, elle maintienne une tradition, quand bien même elle aurait l'aval du Coran, une tradition qui est contraire, comme l'a dit M. Chirac, lorsqu'il a dit que le voile n'était pas très convenable en France, qui est contraire aux lois et à la culture française, il y a là une atteinte à ce que nous sommes, et c'est cela qui, chez moi, et chez d'autres Français d'ailleurs, provoque la colère. Et ce qui m'inquiète personnellement, c'est de savoir que l'État fait tout pour ne pas voir que la colère que je traduis théoriquement dans mon livre, c'est une colère qui peu à peu grandit dans la population française, quelles que soient les couleurs politiques. Hein. Qu'on passe de l'apolitisme à l'extrémisme politique, de gauche comme de droite, cette colère-là est en train de grandir. Et vous savez ce que c'est qu'une colère? Lorsqu'elle explose, on appelle ça une guerre. Et comme c'est français contre français, c'est une guerre civile. Donc c'est ce que vous voulez éviter? Bien sûr, absolument. Maintenant, vous dites, parce que j'en reviens à ma question quand même. Allez-y, allez-y. C'est effectivement ce qu'on vous reproche, c'est d'être trop focalisé sur l'islam. Est-ce que vous dénoncez, parce qu'on sait que ça a commencé par là, par exemple des piscines à Lille, Bien sûr. C'était pour des femmes juives, voilà. Il y avait des horaires spéciaux. Oui, mais c'est pour les femmes juives d'abord, et ensuite ce sont les femmes musulmanes qui sont arrivées en disant nous on veut la même chose. Voilà. Donc comment vous vous positionnez par rapport à ça? Mais il faut absolument interdire toutes ces préférences communautaristes, qu'elles soient juives, musulmanes. Cela relèverait-il des témoins de Jéhovah, des adventistes du 7e jour ou d'une faction protestante puritaine? C'est tout aussi inacceptable. Une fois de plus, si la France est le pays de l'égalité des sexes, pourquoi brusquement les piscines devraient-elles être soumises à des horaires spécifiques en fonction du seul sexe? C'est absolument inacceptable. Moi, je prends note de votre réponse parce que vous avez donné des conférences, enfin vous-même, ou Pierre Cassin ou d'autres, ont donné des conférences au Bnei Brit. Bon. Est-ce que c'est un message que vous avez fait passer à cette association juive? Est-ce qu'eux, ils militent pour la mixité aussi ou... Je suis obligé de répondre que je ne sais rien là-dessus. Donc je ne peux rien dire. Donc ça sera peut-être dans une prochaine lettre de Riposte Laïque, parce que ça me paraît important que chacun prenne ses responsabilités dans ce... Mais dans Riposte Laïque, ce que nous dénonçons, une fois de plus, ce sont les atteintes à la laïcité. Comme la laïcité, c'est ce qu'a dit Hugo, et il l'a dit de façon magnifique, hein, je veux l'État chez lui et la religion chez elle, il faut donc cette séparation, et cette séparation doit être absolument claire. Radical. Radical, ça veut dire on la prend à la racine, à son commencement même, et dans la mesure où on sépare, hein, on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, on sépare radicalement. Et toute tentative de quelque obédience que ce soit qui viserait à rompre cette séparation est mortelle pour la laïcité et par suite pour la paix civile. Alors, bon, autre sujet, Riposte Laïque ne s'est pas caché ces derniers temps.
d'être allé, disons, dans des lieux classés à droite. Ouais. Alors, vous avez participé à une émission sur Radio Courtoisie, Ouais. même à deux, Ouais. bon, parce que je vous suis. Vous êtes allé au local donc, de Serge Ayoub, C'est vrai. qui n'est pas classé à gauche, même si on peut y entendre des arguments socialisants parfois, voire marxistes, bon, ce qui m'avait un peu surpris moi-même. Et pourtant, vous dites de gauche. Alors, qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Allez, il faut faire attention. Riposte laïque, ce n'est pas un journal qui se dit de gauche. C'est un journal qui se fonde sur ce qu'il appelle le rapprochement des deux rives. À Riposte laïque, la majorité des rédacteurs sont de gauche. Pas tous. La majorité sont de gauche. Mais que disons-nous? Nous disons que la défense de la laïcité peut également être justifiable et justifiée quand bien même elle émanerait de personnes qui ne seraient pas de gauche, qui seraient de droite. Évidemment, nous n'acceptons pas les négationnistes et les racistes, hein, c'est-à-dire l'extrême droite dans ce cas-là de plus inacceptable, de plus inhumaine si vous voulez, mais quand bien même les sensibilités de ceux qui écrivent ne sont pas des sensibilités de gauche, dans la mesure où ils partagent notre combat, on n'a aucune raison de leur fermer la porte. Un des principes fondamentaux de Riposte laïque, c'est la liberté d'expression. Et je ne vois pas pourquoi ou de quel droit nous pourrions diaboliser quelque couleur politique que ce soit, dans la mesure où la personne qui parle nous assure n'être ni négationniste ni raciste. C'est le point fondamental. Alors, deux dernières questions. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'Éric Zemmour ou de Caroline Fourest sur leur analyse sur l'islam? Parce qu'ils ont débattu récemment. Pour moi, c'est très clair. Hein. Ouais. Je suis à 100% pour Éric Zemmour. D'accord. Et je suis contre Caroline Fourest, parce que ce qui me gêne chez cette brillante intellectuelle, c'est cette espèce de dualité, de schizophrénie entre une théorisation brillante, que je suis volontiers, à laquelle j'adhère, et de cette théorisation, la naissance d'une pratique qui, à mon sens, entre en contradiction avec ce qu'elle dit sur le plan théorique. Par exemple, elle ne supporte pas le voile, dit-elle, mais elle dit qu'on n'a pas à l'interdire dans l'espace public. Elle ne supporte pas le voile, mais elle justifie que Mme Truchelu soit condamnée comme elle l'a été, de façon très dure, parce qu'elle avait simplement demandé à des personnes qui allaient entrer dans son gîte d'avoir la gentillesse, si elles entraient dans son gîte, de ne pas porter le voile dans les espaces communs. Elle avait simplement dit cela. Bon, ces personnes se sont retirées, puis ont porté plainte, et finalement, ce sont ces personnes musulmanes qui ont eu gain de cause, parce qu'on a vu dans l'attitude de Mme Truchelu, une fois de plus, une stigmatisation, une forme de racisme, une forme de xénophobie, ce qui est absolument intolérable. Je rappelle quand même que ce n'est pas, quand on attaque la burqa par exemple, on ne stigmatise pas la population musulmane. S'il y a quelque chose qui stigmatise la France entière, c'est la burqa. Stigmatiser, ça veut dire frapper de honte, marquer de honte. Quand une femme décide de disparaître dans l'espace public parce qu'elle considère que l'espace public où elle se trouve est la marque même de l'impureté et qu'elle a besoin de s'en protéger par un lien direct avec le divin, elle dit bien que cet espace est un espace diabolique. Ce sont les musulmans par la burqa et le voile qui stigmatisent la France. Il faut avoir le courage de le dire. Le problème, c'est que si un homme politique disait cela, il serait immédiatement traité d'extrémiste, de péniste et autres. Et c'est bien simple, dès que la parole aujourd'hui se libère, celui qui parle est un extrémiste. Mais je rappelle quand même que la pensée, c'est le propre d'aller vers les chemins les plus extrêmes qui soient. Si l'on bâillonne la pensée, si on la cadenasse, si on lui donne des limites, on fait de la pensée une fausse pensée. On en fait un prêchi-prêcha. Moi, si je vais à l'église, je sais ce que je vais entendre. Et je peux même aller à l'église pour apprécier ce que je vais entendre. Mais je le sais déjà. De même, lorsqu'un homme politique ouvre la bouche au nom de son parti, on sait déjà ce qu'il va dire. Mais quand la pensée est libre, elle passe par-dessus tous ces canevas. Et donc, pour moi, il n'y a pas en France de droite ni de gauche, ni même d'extrême droite ni d'extrême gauche. Il y a des Français qui veulent une forme de France, un type de France, et qui, malheureusement, n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Bon, d'où les conflits politiques. Mais en politique, on n'a pas à diaboliser quelqu'un sous prétexte qu'il serait de tel parti. Alors, ce sera ma dernière question. Dommage. Parce qu'on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, mais juste pour terminer sur Éric Zemmour et Caroline Fourest, parce qu'il me semble que c'est fondamental. Caroline Fourest, elle se dit féministe, par exemple. Et Éric Zemmour, lui, se dit anti-féministe. Il qualifie le féminisme de communautarisme. Et donc, par rapport à cela, vous vous dites féministe, ouais. Un poste laïque. Ouais. Donc, comment vous réagissez? Bon.
Vous me faites penser à un mot aux analyses de Nietzsche sur la femme qui, d'un côté, célèbre tout ce que la femme peut avoir de brillant, et de l'autre, s'insurgeait contre l'égalité homme-femme, dans laquelle il voyait une façon de nier la singularité de la femme. Alors, je ne connais pas les raisons qui font que M. Zemmour a cette prise de position, mais si tout à l'heure j'ai soutenu sans hésiter M. Zemmour à l'encontre ou au détriment de Mme Fourest, c'est parce que je vois dans M. Zemmour une liberté d'expression beaucoup plus forte, beaucoup plus grande que chez Caroline, qui, à force de nuancer, arrondit les angles au point qu'on ne reconnaît plus du tout la figure dont elle parlait au commencement. Ce que je dénonce chez Caroline Fourest, finalement, c'est un manque de courage au niveau de la pensée. Parce qu'il y a quand même une différence entre la Caroline Fourest qui a écrit Frère Tariq et la Caroline d'aujourd'hui, qui trouve scandaleux par exemple, que les Suisses aient pu demander l'arrêt de la construction des minarets. Je précise que les Suisses n'interdisent pas la construction des mosquées. Ils ont demandé l'arrêt de la construction des minarets sur leur sol. Je trouve ça absolument scandaleux. Un Éric Zemmour, à mon sens, même s'il se trompe, même si ces analyses sont discutables, et de toute façon, toute analyse théorique est discutable, puisque c'est une théorie, c'est une vision du monde. Théoria, ça veut dire vision. Hein. Même si M. Zemmour est discutable, et il est souhaitable qu'il soit discutable, il m'apparaît bien plus préférable et bien plus authentique dans le courage qu'il a d'affronter cette terrible bien-pensance qui cadenasse toutes les pensées, y compris chez des gens qui pensent en toute sincérité, c'est-à-dire avec leur tripes. Moi, quand je vois ce que devient la France, autrement dit, quand je vois à quel point elle s'islamise, à quel point la République risque de basculer en tant que fils d'ici, si vous voulez, j'en souffre terriblement. Je ne veux pas d'une France comme cela pour mes enfants, absolument pas. Très bien. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maurice Vidal, et à très bientôt.